Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un événement qui a secoué la planète foot. Le tout récent Classico, Real Madrid, FC Barcelone. Un affrontement toujours électrique. Absolument. Bien plus qu'un simple match, c'est une véritable confrontation, avec une charge émotionnelle immense à chaque fois. Et cette fois encore, résultat final, on le sait, 2-1 pour le Real Madrid. Mais bon, ça ne dit pas tout, loin de là. Non, effectivement. Derrière ce score, il y a des buts clés, une tension palpable sur le terrain et même une polémique qui a démarré avant même le coup d'envoi. C'est ça. Et aussi tout ce qui s'est dit autour, les déclarations, les incidents qui ont, on peut le dire, enflammé la rencontre. Notre but, c'est vraiment d'aller au-delà du 2-1. Comprendre les moments forts, analyser un peu les performances, décrypter les controverses, parce qu'il y en a eu, forcément, et saisir cette atmosphère si particulière. Allez, on ouvre le dossier. Le Real, il faut le rappeler, restait sur une mauvaise série contre le Barça, 4 défaites de suite dans ce duel. Oui, c'était une pression supplémentaire pour eux, clairement. Rompre cette série, c'était important. Et ils l'ont fait, donc, victoire 2-1 à la maison. Alors, le fil du match, les buts. C'est Kylian Mbappé qui ouvre le score pour Madrid vers la 22e minute. Une action lancée par Bellingham d'ailleurs. Oui, et c'était son 7e but de suite en championnat pour Mbappé. Il est sur une dynamique assez incroyable en ce moment. Le Barça réagit plutôt bien, cela dit. Égalisation assez rapide, 38e minute par Fermín López, une belle frappe. C'est vrai, à ce moment-là, on se dit que le match peut repartir dans un sens ou dans l'autre. C'était assez équilibré. Mais voilà, juste avant la mi-temps, à la 43e, c'est Jude Bellingham qui marque, le but du 2-1. Un coup sur la tête pour le Barça juste avant de rentrer au vestiaire, ça... Ah oui, psychologiquement, c'est un moment clé. Et l'impact de Bellingham, il ne se limite pas à ce but. Comme vous l'avez dit, il est à l'origine du premier. Et son activité au milieu, c'est juste énorme. Il est vraiment le leader de cette équipe, cette saison. Homme du match, c'était une évidence, je crois. Complètement. Il a été partout. Et cette victoire, elle a une conséquence directe au classement. Le Real prend 5 points d'avance sur le Barça. C'est pas encore fini, bien sûr, mais c'est un petit matelas confortable. Oui, c'est un pas important. Et puis, il faut aussi nuancer un peu côté Barça. Il n'était pas au complet. Plusieurs absents notables, et même Lamine Yamal, qui était titulaire, on disait qu'il n'était pas à 100%. Ça a pu jouer, surtout face à l'intensité mise par le Real. Oui, c'est un facteur à prendre en compte. Mais bon, un classico, c'est jamais juste une question de forme ou d'absence. Il y a toujours cette tension, ces faits de jeu qui font parler. C'est clair. Et ce match n'a pas dérogé à la règle. D'abord, ce penalty manqué par Mbappé. Il avait l'occasion de tuer le match, peut-être, et il le rate. Oui, c'est assez rare pour être souligné. Ça a laissé le suspense, finalement. Un tournant qui n'a pas eu lieu. Et puis, alors là, le truc qui a vraiment fait débat après coup, c'est le deuxième but refusé à Mbappé, pour un hors-jeu. Ah oui, celui-là, très très limite. Controversé, c'est le mot. Les ralentis ont tourné en boucle, forcément. Ça a relancé tout le débat sur l'arbitrage, la VAR. Surtout dans un classico, c'est toujours explosif. Les supporters madrilènes étaient furieux. Et c'est là qu'on voit l'impact de ces décisions. Qu'elles soient justes ou non au final, peu importe presque. Elles ajoutent une couche de nervosité, de suspicion. Ça fait partie du folklore du classico, en quelque sorte. Mais ça pèse sur le match, sur les joueurs, et ça alimente les discussions pendant des jours. La pression sur les arbitres est juste colossale. Et cette tension, on l'a vue jusqu'à la fin, avec un temps additionnel à rallonge. Et ce carton rouge pour Pedri. Oui, 90e plus 10. Un deuxième jaune, après une faute sur Vinicius qui partait en contre. Finir à 10 comme ça, c'est symbolique de la fin de match houleuse. Mais en fait, cette électricité, elle ne venait pas seulement du terrain. Elle couvait déjà depuis quelques jours, à cause de déclarations assez surprenantes. Ah oui, vous pensez à Lamine Yamal. Exactement. Le très jeune joueur du Barça. Avant le match, il a lâché une petite phrase qui a mis le feu aux poudres. Il a plus ou moins accusé le Real de voler et se plaindre, en gros sous-entendant un arbitrage favorable. Et il a rajouté une photo sur les réseaux d'une ancienne grosse victoire du Barça. Oula oui. Côté Real, ça a été très mal pris. Perçu comme une provoque, un manque de respect total envers l'institution. Des échos du vestiaire disaient qu'ils avaient pris note. Clairement, ça n'a pas déstabilisé Madrid, au contraire, ça les a peut-être même surmotivés. Une réponse à donner sur le terrain. C'est fou, l'impact que ça peut avoir. Oui, ça pose la question, hein. Un joueur si jeune, 16-17 ans, qui sort ça avant un classico, est-ce que c'est de la maladresse, une tentative de déstabilisation ou juste une nouvelle génération qui a moins de filtres ? C'est une bonne question. En tout cas, la réponse madrilène, elle n'a pas été que dans le score. Dès le coup de sifflet final... Oui, on a vu les images d'Dani Carvajal qui va directement voir Yamal pour lui dire sa façon de penser, on imagine.
Et ça a vite tourné à l'altercation, avec d'autres joueurs qui s'en mêlent des deux côtés. C'était tendu, même après la fin du match. Vinicius, Courtois aussi ont eu des mots pour lui. Le message était clair. Vos propos d'avant-match, ça ne passe pas. Ils ont voulu marquer le coup. Tout à fait. Après, il y a la nuance apportée par Frenkie de Jong, du Barça. Il a un peu critiqué la façon de faire de Carvajal, genre ça se règle en privé. Et il a souligné que Yamal n'avait pas dit explicitement que Madrid trichait. C'est subtil, mais ça montre à quel point chaque mot compte dans ce contexte. C'est vrai. Mais globalement, le message du Real était « Vous nous avez manqué de respect, on vous le fait savoir ». Ça a rajouté une couche de drame, c'est sûr. Absolument. Bon, mettons un peu de côté ces tensions, si on peut, et revenons au jeu. Parce que cette victoire du Real, elle s'est aussi jouée sur la tactique, non ? Ah oui, tout à fait. Au-delà des exploits individuels de Bellingham ou Mbappé, c'est la performance collective et l'approche tactique qui sont intéressantes à analyser. Ce qui frappe, c'est la flexibilité du Real. Ils n'ont pas joué d'une seule manière. On les a vus varier les systèmes, passer d'un 4-3-3 à un 4-4-2, parfois même défendre à 5 derrière pour bloquer les côtés. Ah oui, hein. Oui, et puis un pressing assez intense par moment pour gêner la relance du Barça. Des joueurs comme Camavinga, très actifs à gauche, Bellingham qui avait beaucoup de liberté pour se projeter. Cette capacité à s'adapter, à changer de rythme, ça a semblé perturber le Barça. Il s'attendait peut-être à un Real plus prévisible. C'est possible. En tout cas, Madrid a su être caméléon. Et les buts, d'ailleurs, illustrent un peu ça. Comment ça ? Le premier but de Mbappé, c'est la transition rapide typique. Récupération, projection éclair, vitesse de Mbappé, classique mais efficace. Le deuxième but, celui de Bellingham, c'est différent. Ça vient après une phase de jeu plus construite, des combinaisons rapides dans l'axe. Ça montre qu'ils peuvent marquer de plusieurs façons. Intéressant. Et les stats, elles confirment cette impression ? Un Real moins dominateur en possession, mais plus efficace. Exactement ça. Quand on regarde les chiffres bruts, la possession, c'est léger avantage Barça, 52 contre 48%. Pas une surprise, le Barça aime avoir le ballon. Oui. Mais derrière, le Real a tiré beaucoup plus. Ça montre une meilleure efficacité devant le but. D'accord. Et le nombre de passes, le Barça en fait beaucoup plus, oui, 617 contre 244, avec une meilleure précision. Mais c'était souvent des passes latéraux moins tranchantes. Madrid, avec moins de passes, a été plus vertical, plus dangereux. Les 12 corners pour le Real contre 4 pour le Barça. Ça montre aussi la pression mise sur la défense catalane. Et Yamal, statistiquement, ça donne quoi ? Mais justement, sa performance a été assez discrète au final. Bien pris par la défense, notamment Carvajal. Certaines analyses lui donnent une note très basse, genre 2,6 sur 10. Il a eu peu d'impact, surtout en deuxième mi-temps. Donc, les stats confirment bien cette idée. Possession ne veut pas dire domination réelle. C'est ça. Le Real a été plus pragmatique, plus direct, tactiquement plus malin peut-être. Une victoire construite sur l'efficacité et l'adaptation. Bon, alors, si on essaie de résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce Classico ? D'un côté, une victoire hyper importante pour le Real en Liga, avec un Mbappé efficace et un Bellingham juste monstrueux. Oui, une équipe madrilène qui a su allier talent individuel et intelligence tactique. Ils ont fait le job sur le terrain. Mais de l'autre, c'est aussi un match qui restera marqué par cette tension extrême, cette polémique autour de Yamal, les réactions après. Exactement. C'est l'illustration parfaite que le Classico, ce n'est jamais que du foot. C'est un mélange d'enjeux sportifs énormes, de controverses arbitrales quasi inévitables, de jeux psychologiques, de comportements parfois limites. Tout ça crée ce spectacle unique, cette atmosphère électrique. Chaque Classico ajoute sa petite histoire à la grande histoire de cette rivalité. Et pour finir, peut-être une question qui ouvre un peu la perspective. L'épisode Yamal, ça nous interroge, non ? Sur la façon dont les très jeunes joueurs, surexposés médiatiquement, gèrent la pression et leur communication dans ces matchs-là ? Oui, c'est une vraie question. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle tendance, des jeunes qui n'hésitent plus à rentrer dans le jeu de la provoque, de la guerre psychologique ? Ou est-ce que c'était juste un épisode isolé lié à sa jeunesse et à l'intensité de ce match précis ? Difficile à dire. C'est peut-être un signe des temps, de comment la communication évolue dans le foot, ou juste une péripétie de plus dans cette saga sans fin qu'est le Classico ? En tout cas, ça montre que cette rivalité continue de se réinventer, de nous surprendre, sur le terrain et en dehors. Une histoire à suivre, assurément. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à vous.